Ce matin donc, l'actualité donne une impression étrange, tout change pour que le pouvoir reste exactement au même endroit. À Washington, Donald Trump s'apprête à reprendre la main sur la Banque centrale américaine, rappelant au passage que l'indépendance monétaire est souvent une belle idée jusqu'à ce qu'elle dérange. À Londres, le Royaume-Uni tente de rejouer l'équilibriste entre Pékin et Washington et découvre que dans le monde de Trump, l'ambiguïté stratégique n'est plus une option. En Asie, le Japon est discrètement autorisé à rester prudent pendant que l'Europe, elle, sort enfin de sa diplomatie feutrée en classant le corps des gardiens de la révolution iranienne parmi les organisations terroristes. Un geste tardif mais lourd de conséquences. Et pendant que Moscou feint d'inviter Kiev à la table de la paix, tout en choisissant soigneusement l'emplacement, les règles et le récit, les marchés, eux, font leur propre tri. Ils récompensent la rentabilité réelle chez Apple et sanctionnent les promesses encore trop théoriques de l'IA chez Microsoft. Et derrière ces annonces disparates, eh bien, un même fil conducteur, le retour brutal du politique partout, tout le temps, sur les banques centrales, sur les alliances et sur les marchés. Une géopolitique moins hypocrite, plus frontale, et des investisseurs qui commencent à comprendre que le monde se pilote plus à coup de ne se pilote plus à coup de narratif, mais de rapports de force. C'est une annonce très attendue à Washington et sur les marchés mondiaux. Donald Trump devrait confirmer ce vendredi la nomination de Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale américaine. Une décision qui s'inscrit dans la droite ligne du Trump style, spectaculaire, politique et hautement stratégique. Selon plusieurs sources proches du dossier, Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed sous George W. Bush, a rencontré Donald Trump hier à la Maison-Blanche. Depuis, tout indique qu'il est le grand favori. À 55 ans, il possède un profil rassurant pour Wall Street, républicain orthodoxe, partisan d'une politique monétaire plus prudente et proche des milieux financiers new-yorkais. Mais derrière cette nomination se cache un enjeu central, reprendre la main sur une institution que Trump juge depuis longtemps trop indépendante. Après des années de conflits ouverts avec Jérôme Powell, le président américain veut placer à la tête de la Banque centrale une personnalité plus proche de sa vision politique, c'est-à-dire une Fed patriotique, moins technocratique davantage, au service de la croissance et de la bourse. Pour Trump, cette annonce est doublement symbolique, elle tourne la page Powell et marque la volonté du président de remodeler les leviers économiques à sa mesure à l'aube de son second mandat. Dans un contexte de tension sur les taux et de ralentissement américain, le choix de Kevin Warsh sonne comme un rappel. À Washington, la politique monétaire reste éminemment politique. Une nomination à suivre donc de très près, car de la Maison-Blanche à Wall Street, elle pourrait bien redessiner l'équilibre entre le pouvoir économique et le pouvoir politique aux États-Unis. Bref, on attend cette nomination dans un instant et c'est à évidemment surveiller de très près. C'est une nouvelle déclaration choc signée Donald Trump. Le président américain a averti hier, jeudi, le Royaume-Uni qu'il serait, je cite, très dangereux de faire des affaires avec la Chine quelques heures seulement après que le Premier ministre britannique Keir Starmer a rencontré Xi Jinping à Pékin pour sceller un rapprochement inédit entre les deux pays. Cette sortie du président américain intervient alors que Londres et Pékin viennent d'annoncer une série d'accords, baisse des droits de douane chinois sur le whisky britannique, exemption de visa pour les séjours de courte durée et surtout un investissement massif de 15 milliards de dollars d'AstraZeneca en Chine. Un virage diplomatique fort pour le Royaume-Uni qui cherche à relancer ses échanges commerciaux 8 ans après la dernière visite d'un chef de gouvernement britannique en Chine. Pour Washington, ce signal ne passe pas. Trump, fidèle à sa doctrine America's First, voit dans cette ouverture britannique une fragilisation du front occidental face à Pékin. Il multiplie d'ailleurs les avertissements. Après le Canada, désormais menacé de droits de douane pour un accord similaire, c'est Londres qu'il met sous pression avec la même rhétorique. La Chine n'est pas la solution. Et derrière, le ton moqueur, Xi est un ami, je le connais très bien, a-t-il dit, se cache un message de fermeté. Trump entend garder la main sur ses alliés à l'heure où plusieurs d'entre eux cherchent à diversifier leur partenariat face à une Amérique redevenue imprévisible. En somme, l'avertissement du président américain dépasse le simple cadre commercial. C'est un rappel brutal. Dans le bras de fer sino-occidental, aucune puissance moyenne, pas même Londres, ne pourra jouer les équilibristes sans risquer la foudre de Washington.
C'est un virage discret mais lourd de sens. Le département du Trésor américain a retiré sa recommandation à la Banque du Japon de relever ses taux d'intérêt. Dans son rapport semestriel publié hier, Washington rompt avec le ton pressant adopté l'an dernier où il appelle Tokyo à poursuivre le resserrement monétaire pour renforcer le yen et corriger les déséquilibres commerciaux avec les États-Unis. Cette fois, plus de pression. Il y a 6 mois, c'était une question urgente. Aujourd'hui, d'autres facteurs retiennent notre attention, a reconnu un haut responsable du Trésor américain. En clair, Washington semble accepter la stratégie japonaise de prudence monétaire à l'heure où la première ministre Sanae Takaichi prépare une politique budgétaire plus expansionniste. Le rapport lie même la faiblesse du yen à ses perspectives de relance budgétaire, tout en saluant la transparence du Japon dans ses interventions sur le marché d'échange. L'administration américaine souligne par ailleurs que Tokyo n'agit pas pour manipuler sa devise, mais pour contenir les mouvements spéculatifs. Fait notable, le Japon reste néanmoins sur la liste de surveillance du Trésor, aux côtés de la Chine, de la Corée du Sud, de Singapour, de l'Allemagne ou bien encore, et ce pour la première fois, de la Thaïlande. Cette liste regroupe les partenaires affichant d'importants excédents commerciaux et des balances courantes avec les États-Unis. En retirant la pression sur la BOJ, Washington semble envoyer un signal d'apaisement à Tokyo, stratégique à un moment où les tensions commerciales avec Pékin se durcissent. Dans le jeu monétaire indo-pacifique, la Maison-Blanche choisit donc désormais la coopération avec le Japon plutôt que la confrontation. L'Union européenne a passé hier un cap historique en inscrivant le corps des gardiens de la révolution islamique sur sa liste des organisations terroristes. Longtemps divisés, les 27 ont fini par trancher sous l'impulsion de la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui agit comme un terroriste doit être traité comme tel, a-t-elle déclaré, clôturant des années d'hésitation nourries par la crainte de représailles iraniennes. Avec cette décision, le CGRI rejoint Al-Qaïda et Daesh sur la liste noire européenne, un saut diplomatique majeur qui rend tout dialogue avec Téhéran désormais plus complexe. Dans la foulée, Bruxelles a adopté un nouveau train de sanctions visant 21 responsables iraniens, du ministre de l'Intérieur au chef de la police religieuse, accusés de répression et de graves violations des droits humains. Mais au-delà du symbole, l'enjeu est géostratégique. En ciblant le CGRI, l'Europe aligne sa politique iranienne sur la doctrine appliquée à la Russie. L'Iran n'est désormais plus perçu comme un acteur régional ambigu, mais comme un allié actif du bloc autoritaire soutenant Moscou, notamment par la fourniture de drones et de technologies militaires utilisées en Ukraine. En frappant les structures sécuritaires de Téhéran, Bruxelles veut perturber les circuits logistiques et financiers qui nourrissent l'effort de guerre russe. Ce virage révèle une Europe plus ferme et plus lucide sur la continuité des crises. De Kiev à Gaza, de la mer Noire au détroit d'Ormuz, les lignes de fracture s'entrecroisent. Face à la convergence des régimes autoritaires, l'Union européenne abandonne la diplomatie des équilibres prudents pour celle de la clarté stratégique. Elle ne veut plus subir la géopolitique, elle entend désormais la façonner. C'est l'annonce choc du jour. Moscou invite Volodymyr Zelensky à venir à Moscou pour parler de paix. À première vue, un geste d'ouverture, mais à y regarder de plus près, un véritable mouvement tactique dans la plus pure tradition diplomatique du Kremlin. Après près de 4 ans de guerre, Vladimir Poutine choisit donc son moment. Alors que les États-Unis redoublent d'efforts pour arracher une trêve et qu'Abu Dhabi accueille une nouvelle série de pourparlers sous médiation américaine, le Kremlin prend l'initiative et cherche à regagner le contrôle du récit. L'invitation est calibrée pour placer l'Ukraine dans une impasse politique. Accepter reviendrait à reconnaître les faits accomplis sur le terrain, refuser à apparaître comme l'obstacle à la paix. Dans les deux cas, Moscou se présente en acteur raisonnable, l'Ukraine en partie intransigeante. Le timing, lui, n'a rien d'un hasard. L'annonce suit un échange de dépouilles entre soldats et des discussions officieuses sur la protection des
infrastructures énergétiques. Autant d'indices soigneusement mis en scène pour redessiner l'image d'un Kremlin pragmatique, presque conciliant. Mais sur le fond, eh bien, rien ne change. Moscou exige toujours la reconnaissance de ses conquêtes territoriales et dans les coulisses, ses alliés, les plus durs, à commencer par Ramzan Kadyrov, appellent à poursuivre la guerre jusqu'au bout. Cette invitation n'est donc pas un pas vers la paix, mais une bataille de perception. Poutine veut montrer qu'il garde l'initiative diplomatique, qui reste celui qui décide du tempo des mots et des symboles, une diplomatie donc du miroir où chaque geste d'ouverture masque une stratégie d'emprise. Le parcours du projet de loi pour le budget 2026 touche à sa fin après 4 mois d'intenses débats parlementaires. Dès 9 heures ce matin, le ministre Sébastien Lecornu engagera la responsabilité du gouvernement à l'Assemblée nationale via un troisième 49.3, ultime étape avant l'adoption définitive du texte. 2 motions de censure sont attendues de la gauche hors PS et du Rassemblement national, mais devraient être rejetées grâce au soutien des Républicains et surtout du Parti socialiste, assurant une confortable avance d'une vingtaine de voix. Présentée comme imparfait mais utile par la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, ce budget intègre plusieurs concessions au PS, repas étudiants à 1 euro, hausse de la prime d'activité pour les salariés modestes et surtaxe sur les grandes entreprises. Initialement prévu pour ramener le déficit public à 4,7% du PIB en 2026 contre 5,4% en 2025, il s'établira finalement à 5%, aggravant la dette à 118,2% du PIB selon le rapporteur LR Jean-François Husson. Ce texte, fruit de 350 heures de discussion, vise à sortir d'un climat d'incertitude malgré les critiques d'une droite le jugeant socialiste et d'une partie de la gauche. Pour tout le monde, ce passage en force illustre les fragilités de la majorité et les compromis budgétaires dans un contexte économique tendu. Apple apparaît aujourd'hui comme le pôle de stabilité de la tech, là où Microsoft incarne le pari plus spéculatif sur l'IA. Avec 143,76 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une hausse de 16%, et 42,1 milliards de bénéfices nets, la firme de Cupertino délivre un trimestre textbook de qualité. Marge brute à 48,2%, iPhone en hausse de 23% à 85,3 milliards, services en progression de 14% à environ 26 milliards et 2,5 milliards d'appareils actifs qui élargissent mécaniquement la base adressable de monétisation. La croissance est tirée à la fois par le cœur historique, le hardware, et par les relais à forte marge, les services, ce qui renforce la visibilité sur les cash flows futurs malgré des capex contenus et une R&D en forte hausse à près de 11 milliards de dollars, principalement orientés IA. Microsoft, lui, offre un profil presque miroir. Les fondamentaux restent solides, mais la déception vient du levier censé incarner son nouveau moteur, Azure. Une croissance de 39% sur le cloud, légèrement sous les attentes, suffit à provoquer un décrochage de 10% de l'action et une destruction de 357 milliards de dollars de capitalisation, signe d'une valorisation extrêmement exigeante. Les marchés sanctionnent moins le niveau des chiffres que le décalage entre le narratif IA illimité et la matérialisation jugée lente des revenus liés à Copilot ou Workload IA, alors même que les capex data center explosent. En clair, Apple est rémunéré pour sa capacité à transformer une base installée colossale en cash récurrent. Microsoft est testé sur sa capacité à justifier une prime d'IA chère dans un environnement où la patience des investisseurs devient, elle, beaucoup moins infinie. Avant de regarder ce que les investisseurs vont analyser aujourd'hui, on va faire un petit détour par cette info qui vient de tomber. C'est le PIB français qui ralentit au T4, plus 0,2% après 0,5%. Et notez que sur l'année, eh bien, il ressort en hausse de 0,9% après 1,1% en 2024 et 1,6% en 2023. Donc le PIB français qui ralentit en 2025. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre aujourd'hui. Et côté entreprise, eh bien, on va évidemment regarder du côté des États-Unis avec la publication des grandes pétrolières et parapétrolières américaines, ExxonMobil, Chevron. Côté
Secteur financier, c'est American Express qui va publier ses comptes et on regardera ça de très près. Verizon également et Pharmaceutical et CaixaBank Bank seront également à surveiller de très près. En France, on l'a dit, les dépenses de consommation et les prix à la production pour décembre, le PIB préliminaire du T4. Alors c'est tombé, donc on peut en parler rapidement. Donc le PIB, on en a parlé. Les dépenses de consommation des ménages ralentissent. Elles ressortent en nette baisse par rapport à ce qu'avait modélisé le consensus. Le consensus avait modélisé moins 0,4%. Elles ressortent à moins 0,6% contre moins 0,3% au mois de novembre. Concernant les prix à la production, en France, ils étaient, tenez-vous bien, de 2,8% au mois de novembre. Ils ressortent à plus 0,2% au mois de décembre. Donc c'est pas faramineux, mais ça, de toute façon, on s'en doutait. En Allemagne, on sera attentif à la publication du taux de chômage, au CPI et au PIB flash pour le T4. Ainsi qu'au PPI. Au Royaume-Uni, on regarde les crédits à la consommation et les prix hypothécaires de la Banque d'Angleterre pour décembre. En zone euro, le PIB préliminaire flash pour le T4 et le taux de chômage pour décembre. Et également, côté marché obligataire, puisque je vous rappelle, au moins OS1, c'est évidemment de ce côté-là qu'il va falloir évidemment être très attentif pour comprendre l'évolution des marchés financiers. Au Royaume-Uni, la dette publique à 1 mois, 3 mois et 6 mois sera mise sur le marché primaire. C'est donc à surveiller de très près. Voilà, donc une journée particulièrement dense aujourd'hui. Sinon, côté américain, eh bien, rien de particulier. Voilà, donc on a fait le tour pour les principaux pourvoyeurs de volatilité ce matin. Enfin, aujourd'hui, regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète. Hier et en Europe, les bourses ont terminé en ordre dispersé sous pression du secteur technologique. Le CAC 40 a grappillé 0,06%, tandis que le DAX a chuté de 2,13%, entraîné par la lourde baisse de SAP qui a perdu 16%, dont les prévisions cloud ont déçu les marchés financiers. L'indice Eurostoxx 50 a reculé de 0,75%, pénalisé par la défiance croissante des investisseurs vis-à-vis de l'IA et du secteur numérique. Le stock Europe Techno a perdu près de 4% dans le sillage de la correction du Nasdaq. Seules les valeurs énergétiques qui ont pris 1,38% et minières qui se sont adjugées 0,47%, soutenues par la hausse du pétrole et de l'or, ont permis de contenir le repli global des marchés européens. Les investisseurs en zone euro, confrontés à la volatilité du secteur de la tech, privilégient désormais les valeurs défensives dans un climat économique incertain. À Wall Street, eh bien, les principaux indices actions ont clôturé en ordre dispersé également, les investisseurs réagissant aux résultats contrastés des géants de la tech. Le Dow Jones a gagné 0,11%, soutenu par la progression d'IBM qui s'est adjugé 5%, et de Meta qui a pris 10,4%, tandis que le S&P 500 a reculé de 0,13% et le Nasdaq de 0,72%, qui ont subi les lourdes pertes de Microsoft et de Tesla. Les déceptions liées au profit tiré de l'IA ont ravivé les doutes sur la rentabilité des investissements massifs dans ce domaine. D'autres acteurs du secteur comme Salesforce, Oracle ou bien encore Adobe ont aussi terminé en repli. Les investisseurs demeurent prudents face aux incertitudes entourant l'avenir de la Réserve fédérale, notamment sur le rythme de l'assouplissement monétaire et aux tensions géopolitiques liées à l'administration Trump. Enfin, les cours du pétrole ont fortement rebondi hier, atteignant leur plus haut niveau depuis juillet dans un climat de tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran. Les investisseurs redoutent une possible intervention militaire américaine susceptible de perturber l'approvisionnement en hydrocarbures, notamment dans le détroit d'Ormuz, par où transite, je vous le rappelle, près de 20% de la production mondiale. La menace d'une riposte iranienne immédiate alimente également la prudence sur les marchés. Parallèlement, les perturbations au Kazakhstan et la vague de froid aux États-Unis limite l'offre, accentuant la tension sur les prix. Enfin, la baisse du dollar renforce le pouvoir d'achat des pays importateurs, soutenant un peu plus la demande mondiale. Bref, hier, dans ce contexte, le Brent a gagné 3,38% à 70,71 $. Quant à son équivalent américain, le WTI, il s'est adjugé, lui, 3,5% à 65,42 $ après un bond de plus de 5% en séance. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 30 janvier 2026 du live de TV Finance. Et juste après, comme vous en avez l'habitude, tous les vendredis aux alentours de 9h15, eh bien, il sera l'heure de retrouver le chronocac d'Antoine Quesada qui va nous dire dans quelle mesure eh bien, cet environnement économique, géopolitique délétère serait de nature éventuellement à peser sur le CAC 40. Eh bien, on va voir que ce n'est pas du tout le cas ce matin. À tout de suite.